je vais présenter ma thèse. J'ai gardé pratiquement le même format que j'avais présenté le jour de ma défense. Donc, aux origines de l'action et la capacité d'action, logique des acteurs et leur maîtrise d'enjeux communs dans les associations d'irrigants en Tunisie. Thèse encadrée par Nicolas Feiss dans le cadre de Papagir, comme Serge vient de le souligner. Donc, la réorganisation du secteur de l'irrigation. Donc, le transfert de la gestion de l'irrigation a été au centre des réformes sur l'eau au niveau mondial depuis les années 80. On a cherché à faire participer les acteurs pour gérer les périmètres irrigués, les ressources et les infrastructures. Donc, on a eu deux formes de transfert, un transfert partiel, où donc une forme de cogestion entre les agriculteurs et l'État, et un transfert total, donc une autonomie des agriculteurs dans la gestion des périmètres irrigués. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que dans l'ensemble, cette expérience de transfert a été jugée comme médiocre, présentant différents dysfonctionnements, selon les cas. Donc, le contexte tunisien en est bien un exemple. Donc, l'État tunisien, pendant plusieurs années, a essayé de transférer la gestion des infrastructures hydrauliques aux agriculteurs, donc avec plusieurs associations qui ont plusieurs statuts. Donc, on a vu apparaître en 1975 l'association d'intérêt collectif à qui on a donné aux agriculteurs la gestion et des infrastructures et des ressources. En 1999, le groupement d'intérêt collectif avec plus de marge de manœuvre pour les agriculteurs, donc ils ont eu le droit d'acheter les intrants au sein de leur groupement, de vendre leur production, etc. Et en 2004, un autre statut, un autre groupement d'irrigants, et pour ce statut avec moins d'intervention donc, et de commercialisation pour les agriculteurs. Donc une intervention limitée au service de l'eau et à la gestion des infrastructures. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ces groupements de développement agricole leur fonctionnement a été jugé comme médiocre pour plusieurs raisons, selon le positionnement de la critique qui a été formulée. Donc pour plusieurs raisons, on leur a assigné une mauvaise gestion des infrastructures et des ressources, et aussi un manque d'appropriation des agriculteurs de leur structure en commun. Donc pendant ce manque d'appropriation et aussi le résultat d'un fort investissement de l'État au quotidien donc de la gestion. Mais ce qui est aussi intéressant à signaler, c'est que depuis la révolution qui s'est en 2011, il y a eu en fait plusieurs revendications des agriculteurs d'être mieux représentés au sein de leur groupement pour un changement dans la gouvernance locale. Donc il y a eu des mouvements d'élection de nouveaux membres de conseil d'administration qui faisaient résonance un tout petit peu avec ce qui se passait dans les rues et les dégages dans les rues. Donc j'ai mis une photo ici d'une organisation d'une assemblée générale dans laquelle j'ai assisté sur un de mes terrains. Donc, en contrepartie avec ce renouveau chez les agriculteurs au niveau local, il n'y a pas eu, à notre avis, un renouveau dans les débats au sein de l'État. Donc, l'État se positionne toujours vers quelle réforme institutionnelle on pourrait avoir pour améliorer la performance des groupements de développement agricole. Donc le contexte, c'est Papagir, donc c'est un projet de recherche-action qui a visé sur 15 GDA pilotes à avoir une réflexion sur les types de partenariats possibles entre les groupements et l'État. Donc si on s'intéresse maintenant à comment on a analysé ces systèmes irrigués avant, donc l'analyse des systèmes irrigués s'est intéressée au système de transfert comme une boîte noire, donc on a cherché plutôt à analyser les résultats de ces réformes de transfert en expliquant spécifiquement les facteurs de réussite et d'échec de ces formes de transfert. Cependant, ces récentes années, il y a beaucoup de chercheurs qui revendiquent d'aller un peu plus en finesse dans l'analyse, d'ouvrir cette boîte noire de transfert et d'aller comprendre comment finalement ce transfert fonctionne au quotidien, quelles sont les interactions que les acteurs ont entre eux et avec la ressource. Donc, cette évolution dans le focus de recherche vient du fait qu'on pourrait peut-être, selon les chercheurs,
avoir plus de moyens et d'apporter des solutions pour le développement, notamment des réformes pour les associations de dérivants, et aussi dans les cas de cogestion et de transfert partiel, quel serait le rôle de l'État à avoir pour la gestion de ces groupements. Donc, pour plusieurs années aussi, on a analysé ces groupements de développement agricole comme étant des institutions. Institutions, j'entends dire par institution, c'est-à-dire les règles mises en pratique au sein de ces associations et le rôle dans la gestion des ressources. Donc, on a de plus en plus tendance à avoir une analyse systémique qui vise à décortiquer ces systèmes socio-écologiques et socio-techniques et à nous focaliser plus sur les relations entre les acteurs et les relations entre les acteurs et les ressources. Donc le besoin pour analyser ces systèmes complexes, donc socio-écologiques et socio-techniques, c'est qu'on n'a pas finalement un cadre d'analyse qui nous permet d'appréhender, d'aller sur le terrain et d'attraper les terrains et de concrètement analyser les interactions. Donc une opportunité mise en fait en avant ces dernières années, c'est celle d'adopter le cadre d'analyse qui est celui de l'agencéité, en anglais c'est agency, qui est assez central dans les sciences sociales et qui vise c'est une caractéristique qui renvoie aux capacités des acteurs pour l'action dans un système. Donc notre question de thèse a été la suivante. Donc on a essayé de comprendre dans quelle mesure et comment les acteurs des systèmes socio-techniques agissent individuellement et collectivement, tout d'abord pour identifier et ensuite pour mettre en œuvre les stratégies pour faire face à différents enjeux de commun qu'ils rencontrent au quotidien par rapport à eux. Bon, tout d'abord, je dois vous situer un peu qu'est-ce que j'entends dire par système socio-technique. Donc je fais un schéma assez basique, un périmètre irrigué. Il peut avoir des ressources en eau souterraine, des ressources en eau de surface, des infrastructures d'hydraulique. Donc la CK du Nord, la société d'exploitation des eaux du canal du Nord, c'est la société tunisienne qui s'occupe de la gestion des barrages et des grands lacs collinaires. Qui vend l'eau au CRDA. Le CRDA, ce n'est que le commissariat régional de développement agricole, c'est la représentante du ministère de l'Agriculture au niveau local, qui vend de l'eau aux membres du groupement de développement agricole formé par conseil d'administration, personnel technique, donc directeur technique et égoadier qui gèrent les vannes au niveau local, et les agriculteurs. Donc on a eu aussi un autre acteur dans l'environnement de notre système socio-technique qui est celui du PAPAGIR. Donc le PAPAGIR est intervenu sur quelques aspects qu'on a étudiés pour accompagner des réflexions ou pour mettre en place des plans d'action. Nous nous sommes limités donc à ces acteurs, à ce système. Nous avons exclu la société, la CK du Nord, simplement parce que lors des entretiens exploratoires, on a vu que les acteurs du GDA, donc les conseils d'administration personnel technique et agriculteurs, avaient peu de moyens d'aller interagir avec cet acteur pour construire des coalitions ou des formes de coordination au quotidien. Donc je reviens un peu sur le cadre conceptuel. Donc le concept d'agency a été défini par Giddens comme étant seulement aussi au niveau individuel, comme étant la capacité d'action des acteurs individuels pour agir en fonction des marges de manœuvre qu'ils identifient. Donc Giddens assigne deux dimensions. Une dimension qu'il appelle knowledgeability et qui représente toutes les connaissances que l'acteur peut avoir pour agir. Et la capability, c'est la capacité qu'a l'acteur à mobiliser ses compétences et ses ressources pour agir. Il y a eu, donc Giddens s'arrête au niveau individuel, il y a eu d'autres réflexions qui se sont basées sur cette définition pour proposer une extension de l'agency au niveau collectif. Donc Whittington a fait l'exercice, il a juste étendu cette définition au niveau individuel pour définir l'agencéité collective. Donc ce qu'il y a à retenir à ce moment, c'est que dans la littérature, il n'y a que des réflexions théoriques. On n'a pas trouvé une certaine opérationnalisation de ce concept pour des cas pratiques de terrain. Donc notre choix méthodologique, on s'est proposé de construire un cadre méthodologique qui soit inspiré de ce concept d'agencéité, mais
qui lui restent tout de même différents. Je vais m'expliquer. Donc on propose deux dimensions, une dimension de logique et une dimension de maîtrise. La première dimension de logique, c'est la compréhension d'une situation bien particulière de gestion par l'acteur, c'est-à-dire ses objectifs, ses choix, ses stratégies et sa perception des stratégies et des objectifs des autres par rapport à une situation d'enjeu bien particulière. Sa maîtrise serait sa capacité à atteindre ses objectifs par rapport à cette même situation. Donc vous allez me dire c'est quoi la différence. Donc pour nous, le concept d'agencéité, c'est une caractéristique de l'individu pour agir sous différentes contraintes, tandis que notre cadre d'analyse proposé, c'est des caractéristiques mobilisées par l'acteur dans une situation d'enjeu bien spécifique. Donc je passe rapidement sur nos définitions. Donc notre définition de la maîtrise individuelle, c'est la capacité d'un individu, bien entendu, à agir au sein d'une situation spécifique. Les maîtrises collectives des individus seraient leur degré de coordination au sein, pour agir collectivement sur un système, toujours pour une situation d'enjeu définie. On assigne aussi une dimension dynamique à cette maîtrise. Nous estimons que par l'apprentissage, donc l'acteur évalue son action passée et par l'apprentissage, il modifie son action future. Donc finalement, ça donne ce schéma-là. Donc un apprentissage en un temps antérieur incrémente une boucle de logique, donc représentation, choix, stratégie, qui permet d'agir et ça forme une maîtrise individuelle et collective à un temps T. Donc l'output, c'est l'apprentissage qui est incrémenté et ainsi de suite. Donc on a défini tout à l'heure la maîtrise collective comme un degré de coordination. Je vais vous présenter les différents degrés. Donc une absence de maîtrise collective serait une absence pour nous de constat commun par rapport à une gestion, à une situation d'enjeu gérée. Un niveau de maîtrise collective type 1 serait un diagnostic commun des acteurs par rapport à la situation gérée, les causes, les conséquences, comment on définit le problème finalement qu'on gère. Un niveau de maîtrise type 2, c'est l'identification du diagnostic commun plus une solution construite collectivement qui nous permet à chacun de satisfaire nos objectifs. Et finalement, une mise en place d'une action collective en fonction des solutions identifiées. Donc une MC3 quand on réfléchit à l'enjeu à un temps T et une MC4 quand on réfléchit à l'évolution aussi de l'enjeu et du système au futur. Donc les étapes méthodologiques sont les suivantes. Donc dans une première partie, on a identifié les enjeux de gestion de l'eau par des visites exploratoires et des entretiens individuels. Un peu plus tard, on est revenu uniquement par des entretiens individuels pour analyser les dynamiques, des logiques et des maîtrises. Et par le biais d'ateliers collectifs et d'entretiens complémentaires, on a analysé la maîtrise collective des acteurs et les marges qu'ils estiment possibles à long terme. Donc on a travaillé sur 3 terrains, Wiffer, Ballon et Bibelkem, situés dans 3 gouvernements différents, Bizerte, Sousse et Mazir. On a travaillé sur 3 enjeux de gestion en commun pour chacun des 3 terrains. Je vais me limiter aujourd'hui à présenter un seul enjeu par terrain, qui sont sur les terrains de Ballon et Bibelkem. Donc je commence par le premier terrain. Donc le premier terrain, il a 3 ressources en eau, une ressource en eau de surface et 2 forages. Il est à signaler qu'on a deux types d'usagers, les usagers du forage et les usagers du barrage. Sur ce terrain en particulier, on a 2 grandes problématiques. Une problématique de disparité des quantités en eau provenant du barrage, disparité saisonnelle et annuelle, et aussi des problèmes de qualité de l'eau, notamment causés par des dessertes de l'eau de vidange de la part occasionnelle, bien sûr, de la part du barrage. Donc je vais me limiter à présenter la situation de disparité, donc de crise de l'eau en 2014 que j'ai pu observer et analyser. Donc voilà. Donc la crise de l'eau. Donc il faut aussi avoir quelques éléments de contexte. Donc le bureau de planification des équilibres hydrauliques qui se trouve à un niveau national décide 2 fois par an des quantités disponibles sur le périmètre irrigué, sur le périmètre irrigué qui peut être alloué de la part du barrage. Donc pour cette année-là en particulier qu'on a pu observer, il y a eu une réunion en août
qui a pu décider des quantités en eau disponibles toute l'année. Donc cette réunion n'a pas spécifié des restrictions particulières en août. Donc cette information étant transmise aux différents acteurs, donc les acteurs ont pu développer leur stratégie comme ils l'entendaient. Un peu plus tard en décembre, donc ce même acteur, il informe que par rapport à la sécheresse qui est en cours, on ne peut pas finalement avoir que la moitié des quantités qu'on a promis d'avoir en août. Donc du coup, on informe la CECA du Nord, le CRDA se réunit avec le conseil d'administration et le personnel technique pour réfléchir à comment on va gérer la crise. Donc cette gestion de cette réunion, finalement, le CRDA et le GDA arrivent à avoir un même diagnostic de la situation. On est tous d'accord qu'il y a un manque d'eau et qu'il faudrait, par manque de possibilités d'augmenter l'offre en cours de saison, en cours de campagne agricole, il faudrait qu'on agisse sur la demande. Donc finalement, on se met d'accord. Donc le conseil d'administration et personnel technique annonce aux différents acteurs au niveau du périmètre qu'il faudrait réduire de moitié leur superficie plantée, sans pour autant être intéressé à aller contrôler sur place, donc ni lui ni le CRDA d'ailleurs. Donc les différents usagers adoptent différentes stratégies qu'on va essayer d'interpréter un peu plus tard. Donc je tiens aussi à signaler qu'il y a eu des pluies tardives en février qui ont permis aussi de rectifier un peu ce risque-là et d'atténuer ses conséquences. Donc si on fait un focus maintenant sur les différentes logiques des acteurs. Donc tout d'abord, le CRDA, il se voit dans l'impossibilité d'augmenter de l'offre en cours de saison. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se réunit avec le conseil d'administration et le personnel technique et décide de gérer la demande sans pour autant être impliqué dans la gestion effective de la demande sur place. Donc du coup, il s'estime pas très volontaire d'être impliqué au quotidien. Le conseil d'administration et le personnel technique pense tout de même que le CRDA a une petite marge de manœuvre et qu'il pourrait aller réclamer un surplus d'eau s'il le veut au niveau de la CECA du Nord. Le conseil d'administration et le personnel technique ne s'estiment pas qu'ils sont les seuls à avoir à gérer ce risque-là au quotidien et à avoir aussi à gérer les différentes réclamations des agriculteurs au quotidien. Donc les usagers du barrage, ils sont de deux types. Donc les petits locataires, ils s'estiment vulnérables. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir affaire à un risque qu'ils ne veulent pas entreprendre. Donc du coup, ils respectent les restrictions. Et les grands locataires considèrent qu'ils sont à l'origine, qu'ils sécurisent assez bien la trésorerie du groupement et qu'ils estiment qu'ils ont quand même la priorité d'avoir accès à l'eau en quantité demandée. Donc ils prennent le risque par rapport aux restrictions. Les usagers du forage, ils ne s'estiment pas concernés par la crise, d'autant plus que la crise concerne une ressource qui n'est pas leur ressource principale, même si je tiens à signaler que quand leur forage tombe en panne, ils essayent aussi d'aller demander et d'être prioritaires par rapport à l'eau du barrage. Donc ils ne respectent pas les restrictions, ils demandent d'avoir un accès prioritaire par rapport au forage. Donc ici, j'aimerais bien illustrer les différentes maîtrises. Donc en bas à gauche, j'ai mis les différents figurés pour différents niveaux ou degrés de maîtrise collective. Donc juste pour rappel, la maîtrise collective type 1, c'est aboutir à un diagnostic commun. La maîtrise type 2, c'est développer ensemble une solution qui puisse satisfaire nos intérêts. Et une maîtrise type 3 et type 4, c'est développer une action collective à court terme ou à long terme. Donc en 2013-2014, le CRDA a essayé d'approcher le conseil d'administration et personnel technique. Ils ont développé un constat commun sur la situation de crise de l'eau en 2014. Seulement, cette solution de gestion de la demande n'a pas été mise en œuvre parce qu'il n'y a pas eu la volonté nécessaire, aussi bien de la part du CRDA que de la part du conseil d'administration et personnel technique, pour aller les appliquer sur le terrain. Les usagers du forage arrivent à rendre prioritaire leur accès à l'eau avec le conseil d'administration et personnel technique. Les grands locataires, ils ne respectent pas les restrictions, mais ça ne dérange pas pour autant les membres du conseil d'administration qui n'ont pas contrôlé ni interdit quoi que ce soit.
Donc, ils ont été aussi, leur prise de risque a été aussi améliorée par les produits tardifs. Donc, on n'a pas pu voir jusqu'au bout cette stratégie avec les conseils d'administration et le personnel technique. Donc, en 2014, avec une augmentation de la dotation de l'eau en eau potable à partir du barrage, donc le CRDA propose de créer des forages de remplacement pour faire face à cette crise au futur. Donc cette solution technique permet de réunir tout le monde autour d'une action collective. Pourquoi? À court terme, parce que je tiens à signaler que 35% des superficies au sein du périmètre qui ne sont pas actuellement utilisées et qui peuvent en fait être utilisées à tout moment, mais il n'y a pas cette réflexion derrière sur comment on sécurise l'accès à l'eau à long terme et comment on tient compte de l'évolution du système socio-technique à plus long terme. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure les apprentissages pour revoir cette boucle logique maîtrise en fonction du temps. Je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais j'ai pris les apprentissages des irrigants du barrage. Donc, les irrigants du barrage estiment que pour réduire le risque lié à la disparité des quantités de l'eau, et les nouveaux forages que le CRDA planifie de creuser, ça les a encouragés à produire, à rester sur le périmètre, à pas aller louer ailleurs. Et aussi, on les a vus en 2015 se positionner sur des terres qui ont un double accès, aussi bien forage que barrage. Donc le deuxième terrain, c'est un périmètre dans le gouvernorat de Mahdia. C'est un périmètre qui a pour principale source en eau un forage à l'extérieur du périmètre et une petite dotation en eau du barrage qui lui permet de diminuer la salinité du forage. Donc sur ce périmètre, on a des usagers irrigants au niveau du périmètre, mais aussi des irrigants hors périmètre. Je tiens à signaler que l'ancien président, qui a été à la tête du groupement de 2003 à 2013, de 2004 à 2013, a géré de façon permissive l'eau hors périmètre et a permis à des agriculteurs qui ont des terres proches du périmètre d'avoir de l'eau. Il y a aussi un troisième type d'irrigants qui sont les irrigants des citernes tractées qui viennent remplir sur citernes sur place et qui vont irriguer à une dizaine de kilomètres. Donc ce problème de desserte de l'eau hors périmètre a perturbé la distribution au sein du périmètre. Donc il y a moins de pression et moins de débit, bien entendu. Et aussi, je tiens à signaler qu'il y a une infrastructure hydraulique un peu vieille qui permet aussi d'aller voler dans des points bas. Donc on a eu plusieurs problèmes de distribution au quotidien. Donc si on fait un focus maintenant sur les logiques, donc, le CRDA pense que la gestion des extensions perturbe la distribution. Et donc, du coup, il estime que peut-être une réhabilitation technique du périmètre pourrait améliorer au quotidien la distribution. Le nouveau conseil d'administration et les irrigants du périmètre initial pensent que l'irrigation hors périmètre perturbe la distribution et le tour d'eau et qu'il faudrait pallier ce problème et donc chercher à organiser l'irrigation hors périmètre. L'ancien président et les irrigants hors périmètre pensent que l'eau est disponible pour tout le monde et que tout le monde a le droit d'avoir accès à l'eau. Donc les irrigants des citernes tractées s'estiment les plus vulnérables, ils sont assez mobiles, donc ils pensent qu'ils peuvent aller acheter leur eau ailleurs. Donc toujours les figurer pour les différents niveaux de maîtrise collective. Donc entre 2004 et 2013, l'ancien président et les irrigants de hors périmètre ont pu avoir accès à l'eau comme ils veulent, sans problème. Donc entre 2014 et 2013, avec l'arrivée de nouveaux membres de conseil d'administration proactifs pour une reprise en main de la gestion au sein du périmètre, donc profite de la proposition du CRDA pour une réhabilitation technique qui vise à sécuriser les vannes et à mettre un réservoir sur tour en tête du réseau pour augmenter les charges, arrive à construire donc une coalition autour d'une réhabilitation technique. Avec la présence de Pape Agir,
en appuyant ces mêmes acteurs, ils ont pu réfléchir à un règlement intérieur qui puisse garantir le bon usage de ces infrastructures hydrauliques à plus long terme, et donc finalement à mettre des clauses pour des conditions bien spécifiques pour qu'un agriculteur hors périmètre puisse profiter de l'eau sur ce périmètre. Donc, un exemple d'apprentissage, donc ces agriculteurs dans le périmètre, le nouvel conseil d'administration et le CRDA, ils ont profité d'une double opportunité. Tout d'abord la révolution pour pouvoir un peu mettre à l'écart l'ancien président, et aussi de la solution de gouvernance proposée par le projet pour réfléchir à un règlement intérieur. Je tiens à dire que le règlement intérieur, qui a été à l'origine prévu pour accompagner la réhabilitation technique, est déjà pris en compte et adopté avant même l'exécution des travaux. Donc, notre cas d'analyse nous a permis de révéler les facteurs de blocage qui ne permettent pas d'accéder à un niveau supérieur de maîtrise collective et donc de coordination. Donc, je tiens à signaler ici, pour le premier terrain, quand le CRDA et le conseil d'administration personnel technique pensent que pour gérer la crise en eau en milieu de campagne, il fallait gérer la demande, on n'a pas eu un passage à l'action parce qu'il n'y a pas eu finalement une volonté de le faire. Par exemple, le fait de creuser un nouveau terrain et pas d'avoir une réflexion à plus long terme comme on l'a vu pour le deuxième terrain avec le règlement intérieur, prouve qu'il y a une absence de volonté ou d'utilité immédiate de qualifier l'évolution du système à plus long terme. Donc si on revient un peu vers le concept d'agencéité déjà présenté, l'agencéité collective, finalement, si je reprends la définition de Huntington, c'est la capacité des acteurs à agir, tout simplement, au sein d'un système. Cette définition présuppose trois différentes hypothèses. Tout d'abord, on suppose que les représentations des différents acteurs sont très proches, très uniformes. Seulement, notre travail de terrain a montré qu'il y a différentes logiques, différentes représentations. On a bien vu que les différents acteurs n'expriment pas le problème de la même façon. Et donc, finalement, ne réfléchissent pas à la même solution aussi de la même façon. Ce même concept, il stipule qu'il est évident d'avoir des solutions win-win ou qui permet de satisfaire tous les intérêts. On a bien vu sur le deuxième terrain que pour reprendre une bonne distribution, il aurait fallu mettre à l'écart les agriculteurs hors périmètre. Donc, ce n'est pas forcément une solution win-win pour eux. Aussi, pour l'agencéité collective, si tu as une agencéité collective, finalement, tu as plus de capacité d'agir. Finalement, on a vu sur le premier terrain que même si on identifie la solution qui est évidente de gérer la demande, on ne passe pas à l'action, non pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, parce qu'ils ont agi sur d'autres situations, ils ont pu développer une coalition, mais qui n'ont pas la volonté d'être sur le terrain et d'aller contrôler les superficies plantées. Donc on estime que ce concept, il est bancal, il ne permet pas d'aller se saisir des différentes réalités et complexités des systèmes. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient des fonctionnements des systèmes des périmètres tunisiens? Donc on a vu des évolutions dans la gestion, et bien dans les évolutions des degrés de coordination au cours du temps, ou même des coalitions qui sont plus intégrant plus d'acteurs au sein des coalitions. Aussi, un résultat assez important, c'est le rôle important de l'État ou du CRDA au niveau local, aussi bien dans la perception des acteurs sur le fonctionnement même de leur groupement que au quotidien, puisque le CRDA, on l'a vu, il vient en appui quand il veut, comme on l'a vu sur le deuxième terrain, ou aussi il peut aussi bloquer quelques initiatives. Donc l'importance du rôle du CRDA montre qu'il est aussi judicieux d'avoir étudié ces groupements de développement agricole comme des systèmes et non pas comme des institutions. Donc la valeur ajoutée de la méthode, donc je reviens vers mon titre, est-ce que finalement la capacité d'action permet d'expliquer l'action? Moi je dis que non, parce qu'on a vu que
en analysant les maîtrises et les logiques, on a eu une lecture plus fine de ce qui se passe au quotidien et surtout des motivations des acteurs pour agir. Donc notre approche est générique, elle permet de comprendre un fonctionnement concret d'un collectif d'acteurs au sein d'un système. On peut le transposer dans un contexte ailleurs qu'en Tunisie ou dans un système qui est différent des périmètres hérités. Compréhensible non normatif, parce qu'on a essayé de comprendre cas par cas quelles sont les conditions qui permettent aux acteurs de réussir collectivement à gérer en fait les enjeux en commun et aussi à révéler quelques points de blocage qu'on a essayé de détailler. Donc les perspectives de recherche, nous nous sommes intéressés à des enjeux typiquement liés à l'eau. On ne s'est pas par exemple intéressé à des enjeux politiques par exemple qui se passent au niveau de la collectivité. Donc on s'est focalisé que c'est des enjeux liés à la qualité service de l'eau. Et aussi à des stratégies explicites que l'acteur a voulu nous communiquer. Et donc du coup on estime qu'il y a à faire, surtout sur ces deux points. Peut-être multiplier les salles d'interaction, sortir un peu du champ de la gestion de l'eau et aller voir ailleurs quels sont les enjeux de pouvoir, etc. par rapport à d'autres enjeux. Et aussi comment on peut révéler les dimensions non stratégiques que l'acteur ne pense pas utiles à nous communiquer par rapport à sa stratégie et sa logique. Et je vous remercie.